le Dreiser, Ophélie Fontana. Bienvenue à vous à la une de l'actualité. Des pompiers toujours prêts. Les orages menacent la Belgique. Le numéro 1722 est activé. Nous ferons le point avec Sophia Kotsoglou et Caroline Dossogne. Acheter du pain, est-ce devenu un luxe ? Certains, en tout cas, n'ont plus les moyens d'aller le chercher chez le boulanger et se tournent vers des produits bas de gamme, moins qualitatifs. Rencontre avec des étudiants du 3e âge inquiets à Liège. Ils vont devoir quitter ces locaux et ne savent pas où ils pourront suivre leurs cours. Des rayons presque vides dans les supermarchés aux États-Unis. Il y a pénurie de lait en poudre pour bébés. Le président va établir un pont aérien pour approvisionner le pays. Enfin, Tom Cruise a fait sensation à Cannes hier soir. Il présentait le nouveau Top Gun avec, en prime, un petit clin d'œil à la patrouille de France. Bonjour à toutes et tous. Gare aux orages. L'IRM a déclenché l'alerte jaune. Vous avez peut-être déjà entendu des coups de tonnerre d'ailleurs. D'autres épisodes orageux et pluvieux sont attendus dans le courant de la journée un peu partout, notamment sur l'est du pays. Nous allons rejoindre Sophia Kotsoglou à la caserne des pompiers de Huy où on se tient prêt, bien sûr, à intervenir. Mais oui, vous le voyez, les camions sont dans les starting blocks, même si, à l'heure où je vous parle, pas le moindre signe d'orage à l'horizon. Il fait plein soleil ici à Huy, 29 degrés au thermomètre. Mais, il faut se méfier de l'eau qui dort, comme dit l'expression. Et du coup, on a déjà sorti les camions. Le camion spécial intempéries est également dans les starting blocks. Il comporte des pompes pour vider l'eau des caves, des tronçonneuses en cas de chute d'arbres, des cuissards et autres matériels bien utiles en cas d'inondation ou de vent violent. Alors, on l'a compris, Hervé Fanuel, vous êtes prêts à intervenir et ces orages et éventuelles inondations qui vont en découler, ne vous font pas du tout peur. Pas du tout, c'est un grand mot, mais en tout cas, sur base de l'expérience de juillet 2021, on est dans quelque chose de bien moindre quand même et sur une période plus courte. Donc on est prêt, le personnel est là en nombre suffisant et ça devrait aller. Vous avez reçu l'alerte ? On a bien reçu l'alerte en temps utile, déjà depuis hier, et tout était bien décrit dedans. Très bien, voilà, parfait, vous voyez, tout est prêt. Quant à vous, si vous êtes victime d'intempéries, que ce soit des chutes d'arbres, des inondations, n'hésitez pas à composer le numéro unique qui a été activé, c'est le 1722, le numéro unique 1722. Merci beaucoup Sophia pour ces précisions. Alors à quoi s'attendre exactement dans les prochaines heures ? Quelles régions seront les plus touchées ? Je vous propose de faire le point avec Caroline Dossogne en direct de notre studio météo. Bonjour Caroline. Bonjour Ophélie, alors effectivement, les orages sont bel et bien là. On a eu déjà une première salve ce matin, en tout cas tôt matin, qui a touché principalement l'ouest du pays. Et puis tout cela s'est petit à petit décalé en direction. Voici les précipitations. Donc tout ça s'est ensuite décalé vers l'est. Et puis c'est une nouvelle salve qui est arrivée en milieu de matinée, assez importante. On a notamment entendu gronder très fort le tonnerre du côté de Tournai. On a eu des précipitations intenses, de la grêle. À présent, tout cela s'est dirigé en direction de Bruxelles. Et si on regarde pour la suite, on va retrouver les précipitations qui vont bien sûr se décaler vers l'est. Donc, on va retrouver tout de même un temps plus calme sur une bonne partie de la Belgique. Et puis, malheureusement, demain, à nouveau, une perturbation orageuse va remonter depuis la France. D'ailleurs, l'IRM maintient son avertissement orage en côte jaune jusqu'à demain 21h. Prudence donc, car un orage, c'est toujours un phénomène potentiellement violent. Voilà, merci beaucoup Caroline pour ces prévisions. Et par tous les temps et quasi tous les jours, nous en consommons. Je parle du pain. Mais cela devient compliqué d'en acheter tant le prix augmente et risque encore de grimper. Certaines familles sont d'ailleurs obligées de se tourner vers des pains bas de gamme, de moins bonne qualité. Déborah Capel, Michael Dance et Benjamin Carlier se sont rendus chez un boulanger d'Andenne. Dans cette boulangerie du village de Namèche, le prix du pain a augmenté de 30 centimes depuis le 1er avril. Comptez désormais 2,80 € pour un grand pain blanc, une augmentation de prix qui a changé les habitudes de certains clients. On a plus de grands pains plutôt que les petits pains qui, eux, vont moins longtemps, durent moins longtemps. J'ai l'impression que les gens prennent plus et alors mettent peut-être plus au congélateur, histoire d'avoir plus de pain qu'autre chose.
Et quand ce boulanger-pâtissier a fait les comptes à la fin du mois dernier, il s'est vite aperçu que ses ventes avaient fort baissé. Le panier du client a fameusement diminué. Des petits pains, on vend presque plus. Et les gens mangent le pain entier et ils ne jettent plus de pain. Ça, j'en suis convaincu. Donc oui, je vends un peu moins quand même. Un peu, quand même 20% en pain. Si les grands pains plus économiques se vendent davantage, certains clients ont carrément déserté sa boulangerie. Ils se sont tournés vers les grandes surfaces pour du pain de moins bonne qualité, mais aussi moins cher. Ils font des choix entre un pain d'une qualité inférieure, mais qui est mangeable, et certains plaisirs de la vie. Ils font des choix, par exemple, prendre un abonnement GSM, on sait le payer avec la différence de pain du boulanger et celui de chez Aldi, par exemple. Si les ventes de pain ont chuté de 20%, celles des pâtisseries ont plongé de 40%. Face à la hausse des prix, certains peuvent se faire moins plaisir qu'avant. Depuis quelques temps, avec l'augmentation des prix, comme tout le monde, on fait attention, donc on se concentre sur l'essentiel. Le pain et moins de pâtisserie. Et si quelques irréductibles succombent toujours autant aux choux à la crème et aux donuts, c'est qu'ils ont fait d'autres efforts ailleurs. J'aime trop manger, alors non, je regarde sur autre chose, mais pas sur la nourriture. Cet artisan boulanger espère que ces folles hausses de prix de matières premières s'arrêteront bientôt pour espérer voir revenir les clients perdus vers ces produits de qualité. Vous vous souvenez sans doute de ces vendredis qui rimaient avec Codeco. Eh bien, demain, c'est reparti. Mais le comité de concertation devrait nous donner de bonnes nouvelles. Les infections et les hospitalisations sont en baisse. Alors, Rachel Crivelaro, à quoi doit-on s'attendre ? Eh bien, Ophélie, face à un tel tableau, le Codeco devrait tout simplement mettre fin au code jaune qui était en vigueur depuis mars dernier. De facto, eh bien, le baromètre est désactivé ou, pour être plus exact, il va être mis en veilleuse. Il sera réactivé si jamais l'épidémie reprend du poil de la bête. Et donc la fin du code jaune, ça veut dire la fin du port du masque ? Oui, Ophélie, bas les masques, ce petit morceau de tissu qu'on le connaît bien, eh bien, dans les transports en commun, il ne sera tout simplement plus obligatoire. Je le range parce que, par contre, il restera obligatoire dans les hôpitaux, dans les pharmacies, dans les cabinets médicaux ou encore lors de visites médicales à domicile. Alors, pour certaines professions, comme par exemple chez les logopèdes, les dentistes, les psychologues ou encore chez le kiné, là, eh bien, vous allez devoir suivre les règles fixées par le prestataire. Notons aussi que, de manière générale, le Codeco devrait recommander fortement de conserver le port du masque dans les situations où vous ne pouvez pas établir 1,5 mètre de distance de sécurité. Et puis les vacances approchent. Rachel, quid donc des voyages ? Alors, à ce niveau-là, eh bien, l'obligation des voyages non essentiels, eh bien, ne sera complètement abrogée avec ce qui va avec, évidemment, le Covid Pass ou encore le PLF. Alors, Ophélie, je ne sais pas encore quelle playa vous avez décidé, sur quelle playa vous avez décidé de vous rendre pendant les vacances, mais je vous conseille quand même de vous renseigner avant de partir sur les demandes qui sont faites par les pays que vous allez visiter. Et qui sait, nous ferons peut-être bronzette ensemble, Rachel. Qui sait. Merci beaucoup pour ces explications. Et donc, avant de parler santé, demain, les ministres wallons, eux, discutent budget ce jeudi et il y a du pain sur la planche. La situation s'est aggravée ces derniers mois. Rudy Hermans, vous êtes à Namur et l'exercice s'annonce compliqué car la dette est colossale en Wallonie. Oui, et il faut rappeler que lors de la confection de ce budget 2022, eh bien, les dépenses du gouvernement wallon étaient déjà largement supérieures à ses recettes, avec un déficit de plus de 4 milliards d'euros. Or, vous l'avez dit, la situation s'est encore dégradée ces derniers mois en raison de paramètres macroéconomiques, en raison aussi de la guerre en Ukraine qui est survenue après la crise sanitaire et après les inondations. Tout ça, eh bien, pèse sur les finances régionales. Résultat, il faut trouver aujourd'hui 505 millions d'euros pour éviter que ce déficit se creuse encore davantage. Et si ce n'est pas maîtrisé, c'est la dette cumulée de la région qui risque de s'emballer. Or, elle est déjà de 34 milliards d'euros et les perspectives ne sont pas bonnes. Alors, bien, pour trouver ces moyens, pas question a priori d'augmenter la taxation car la population souffre déjà de l'envolée des prix. Pas question non plus de toucher à ce fameux plan de relance. Il faudra donc faire des économies ailleurs, identifier des dépenses à abandonner. C'est hélas devenu un exercice
exercice assez classique pour les ministres régionaux qui sont réunis à l'Élysée, que vous voyez derrière moi. Mais c'est un exercice qui est plus compliqué d'année en année et ce sera certainement plus particulièrement cette fois-ci pour le jeune et nouveau ministre du Budget, Adrien Dolimon, pour qui ce sera un sacré baptême du feu. Merci d'avoir planté le décor. C'était Rudy Hermans en direct de Namur. Et notez que le président du gouvernement wallon, Elio Di Rupo, sera l'invité de Jeudi en prime ce soir, à voir juste après le JT de 19h30. Retournons sur les bancs de l'école. Partons pour l'université du 3e âge. Pour lancer certainement attentive. Dans la suite de ce journal, nous irons à Mariupol. La ville d'hier n'a plus rien à voir avec celle d'aujourd'hui. Presque tout est détruit. Nous le découvrirons. L'INO fête ses 125 ans, l'occasion de nous intéresser à l'avenir de ces grands magasins à l'heure du commerce en ligne. Et puis jardiner quand on est malvoyant, c'est possible grâce à ce potager adapté à Glun. Vous le découvrirez dans ce journal. Mais l'actualité internationale, tout d'abord, direction Mariupol, l'une des villes d'Ukraine les plus ravagées. Une ville qui sera bientôt entièrement aux mains des Russes. Et les troupes de Poutine ont pratiquement tout détruit sur place. Nous allons le voir avec Ludo Anchir et Pascal Bustamante. Le contraste entre les images d'hier et d'aujourd'hui est saisissant. 2019, la ville de Mariupol dans l'oblast de Donetsk. De tout temps, la cité a été un pôle économique et culturel, avec sa cathédrale Saint-Nicolas qui contient les reliques de Saint Ignace de Mariupol. À l'avant-plan, on devine le théâtre de Mariupol, une institution académique depuis 2007. Il abritait les travaux de plusieurs troupes de théâtre et de ballet. Mais sa renommée mondiale est venue avec la guerre. Le 16 mars dernier, le site a été pris pour cible par les bombardements russes. Des civils s'y étaient réfugiés. On évalue le nombre de victimes à 600. Le ministre de la Culture italien a promis de prendre en charge la reconstruction du site. Mariupol est une cité portuaire et industrielle. C'est la porte d'entrée de la mer d'Azov. Et les aciéries, comme Azovstal, occupaient ici près de 100 000 ouvriers. Le site est complètement détruit. Il est devenu le symbole de la résistance ukrainienne à l'envahisseur russe. Avant la guerre, Mariupol comptait près de 500 000 habitants. La prospérité de la ville l'avait doté de quartiers résidentiels et commerciaux. Le siège de Mariupol a pris fin. La quasi-totalité des habitants a quitté la ville. Certains ont été déportés en Russie. D'autres sont réfugiés à proximité. Et le nombre de personnes disparues est très important. Allez, du sport encore, mais à l'école. Et je ne parle pas ici des traditionnels cours de gym. À Amois, les élèves peuvent profiter d'activités sportives sur le temps de midi. Découverte avec Antoine Perret de Matéli. C'est un temps de midi qui sort de l'ordinaire à l'école communale de Amois. Les terrains de tennis et de football des clubs voisins ont remplacé la cour de récréation. Tous les mardis, ces formateurs donnent des séances d'initiation aux élèves qui souhaitent se défouler un peu plus que d'habitude, une fois leur casse-croûte avalée. Certains touchent pour la première fois une raquette de tennis, d'autres tapent le cuir depuis qu'ils ont 5 ans. Tu peux contrôler le ballon, apprendre un peu à faire les choses, mais voilà, pour jouer dans la récré au foot, c'est mieux. C'est comme si j'étais à la récréation que je joue au foot un peu. C'est très chouette, j'adore faire du tennis. Qu'est-ce qui te plaît ? De faire comme ça une activité et j'en fais pas souvent donc c'est chouette. Mon sport c'est déjà du foot donc ça me fait un peu rien. Enfin c'est juste que là je suis avec mes amis et c'est cool. Implantée en plein cœur du village, l'école communale voulait profiter de sa position stratégique à 2 pas des infrastructures du RCS Condrusien et du TC Natam, 2 des plus grands clubs sportifs de la commune. On a déjà des partenariats avec le club de foot et de tennis et de basket pour des journées sportives en fin d'année. Et je me disais de façon ponctuelle, les terrains sont libres, je dirais tous les jours jusqu'à 17h, puisque les clubs commencent leur entraînement à 17h. Et ça serait bien de pouvoir utiliser ces terrains-là et que les enfants puissent bénéficier d'activités sportives parce que je trouve qu'ils n'ont pas assez de sport à l'école. Pour les 2 clubs, l'occasion était belle pour faire du recrutement local. On est là pour s'amuser dans un premier temps et puis après si ceux qui se débrouillent bien veulent faire de la compétition, alors à ce moment-là on arrive à un autre stade et c'est plusieurs heures par semaine et on en parle effectivement par an.
indirectement, si on peut en plus faire plaisir à certains enfants et les amener progressivement à la pratique du football, ça sera tout bon pour le club et ça sera une activité supplémentaire pour les enfants. Le jeune Esteban, lui, semble déjà convaincu par sa nouvelle prof de tennis. Ça m'impressionne parce que c'est tellement beau à voir. Je voudrais trop faire du tennis et je vais faire des stages pendant les vacances et je vais voir avec mes parents pour s'ils veulent bien. Papa, maman, vous voilà prévenus. Et d'autres initiatives locales sont à découvrir dans le JT Vivre ici à 17h sur les médias de proximité. Et nous voilà à la fin de ce JT de 13h. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, la météo orageuse donc de Caroline de Sogne. Et puis, affaire conclue. Je vous souhaite un excellent après-midi. À demain.